Je vous propose de commencer. Merci à tous d'être présents ce matin pour ce Café Nil. Merci, tout particulier à Lionel Baran pour, son intervention ce matin, sur, justement le sujet de la biologie médicale. Donc il nous a semblé important de pouvoir vous inviter pour que vous puissiez un peu, présenter votre point de vue, rappeler peut-être aussi, peut-être votre profession, son rôle, dans le cadre du pe dans le au sein des acteurs du 1er recours. Et puis, il y a ce contexte, bien évidemment, de la grève des laboratoires de biologie médicale. Mais, au-delà de ce simple, contexte, peut-être, rappeler aussi quels sont les enjeux, peut-être dans le financement, dans le la politique tarifaire et la prévention, toutes les politiques qui pourraient être, mises en œuvre et puis, votre rôle, de au sein des avec les autres acteurs du 1er recours. Voilà, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc un grand merci à l'équipe de Nîmes, hein, et pour cette invitation dans la période active. Je salue aussi, Olivier du coup et qui n'a pas pu être là aujourd'hui et je me présente, Lionel Baran, je suis médecin biologiste. J'exerce en libéral dans un petit groupe indépendant en Alsace et je suis président du syndicat national Les Biologistes Médicaux. Donc c'est un syndicat qui comporte une partie libérale et une partie hospitalière, hein. Il y a 2 collèges. On a également des internes dans un collège des internes. Donc c'est un syndicat d'union, de spécialité, où on n'est pas les uns contre les autres, c'est important de le signifier. Alors, le biologiste médical, comme tu dis, on va peut-être rappeler 2-3 mots, c'est un spécialiste un peu méconnu du grand public et ce n'est pas, contrairement à ce que certains pensent, celui qui étudie les baleines. Le biologiste médical, donc c'est une spécialité médicale, hein, après 9 ou 10 ans d'études, on est soit pharmacien, soit médecin. Et pour situer quelques chiffres, parce qu'on est au carrefour des autres spécialités, donc 70% des décisions. Tu es retourné en mute, Lionel. On ne t'entend plus. Ah, pardon. Donc 70% des décisions médicales reposent sur des examens biologiques. 40% de l'alimentation du DMP provient des examens de biologie, puisqu'on alimente le DMP. On a 500 000 patients qui sont pris en charge par jour dans l'un des 4 500 laboratoires de proximité, donc qui poussent la porte d'un laboratoire, ou qui sont prélevés à domicile. Et on a 90% des résultats qui sont rendus dans la journée, et ce, même sans rendez-vous, ce qui fait de la biologie médicale française l'une des plus efficaces et plus efficientes au monde. Et ça, c'est pour une partie chiffre. Une autre partie, côté économie, le coût de la biologie en France, c'est 57 € par personne. En Allemagne, c'est 82. Ça, c'est les chiffres du PLFSS 2023 sur l'année 2022. Donc, c'était avant les baisses qu'on a subies, les près de 20% de baisse qu'on a subies en 2 ans. Donc, l'écart entre l'Allemagne et la France est encore creusé. Moi, je suis alsacien, je connais assez bien le système de biologie allemande. En plus, c'est nous qui réalisons les prélèvements. Ce sont ni les médecins ni les infirmiers au cabinet. En tout cas, c'est très rare chez nous par rapport en Allemagne. Autre chiffre, c'est 1,8% des dépenses courantes de santé, donc pour 70% des diagnostics, alors qu'aux États-Unis et en moyenne en Europe, on est un tout petit peu en dessous des 5%, pas 1,8, près de 5% pour 50% des diagnostics. Ça, c'est le FLM 2024. Alors, les dépenses de la CNAM augmentent de 4,8% sur 12 mois, en juillet 2024, alors que la biologie, c'est une baisse de 13,6% en 12 mois. Et pourtant, 20% des économies demandées dans le PLFSS portent sur ces 1,8% des dépenses courantes de santé. Voilà, ça, c'est vraiment pour situer les chiffres. Après, on va parler aussi des propositions que la profession a. Je vais d'abord vous expliquer un tout petit peu le dessous des cartes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 96% des laboratoires de biologie médicale ont été fermés du vendredi qui vient de se passer là, au lundi inclus? Pourquoi les représentants hospitaliers et hospitalo-universitaires de la profession ont soutenu ce mouvement? C'est historique. Les hospitaliers ont soutenu le mouvement de l'ensemble des laboratoires et les méthodes qui ont été mises en œuvre par l'assurance maladie ces dernières semaines. Eh bien, tout simplement parce qu'on nous a demandé une baisse de 360 millions sur les 12 prochains mois, donc 120 millions en 4 mois, soit une baisse de 8,7%. Pourtant, on avait déjà consenti une économie de 323 millions d'euros entre 2023 et 2024. C'est la troisième baisse qu'on subit
malgré l'inflation, etc. Nous, on ne demande pas une hausse, hein, c'est la troisième baisse en l'espace de 2 ans, et là, une baisse de 8,7%. On a une mobilisation qui est inédite et qui témoigne des inquiétudes et de la colère de l'ensemble des biologistes médicaux en ville et à l'hôpital. Et cette baisse, elle n'est pas tenable. En pratique, elle n'est pas tenable. Je vais vous dire pourquoi. Donc, vous avez les chiffres du PLFSS. Manifestement, l'assurance maladie n'est pas toujours à l'aise avec les chiffres, puisque dans le PLFSS, on nous parle de ratio résultat net sur chiffre d'affaires, enfin de résultat sur chiffre d'affaires à 25%, ça veut dire qu'on a 25% de marge. C'est complètement faux. Déjà, ils ont confondu le résultat net et le BE. Et en plus, on parle de l'année 2022 et pas de l'année 2024 après ces 3 baisses. On parle d'un tarif hospitalier qui est plus bas que le tarif de ville. C'est faux, puisqu'ils n'ont pas pris l'ensemble des éléments dans le calcul de ce B hospitalier. Frais de logistique, préanalytique, l'électricité, l'amortissement du bâtiment au prorata du mètre carré. Chacun calcule les financements FIR, etc. Chacun calcule son B hospitalier de manière différente. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un expert de la nomenclature hospitalier, président de CME, qui m'a fait ce calcul-là et qui a fait un mémo en disant que c'est complètement, c'est incomparable. Donc, on voit bien qu'au niveau des chiffres, on n'est pas tout à fait à l'aise. Alors, ce qui s'est passé, parce que vous avez vu, peut-être que vous avez vu ce mouvement historique qui ne va pas s'arrêter, mais vous avez entendu peut-être l'assurance maladie dire ils ont signé un accord. Eh bien, je vais vous expliquer ce dessous des cartes. On a signé un accord en juillet 2023, arraché de force et sous le coup d'une menace d'une baisse d'environ 250 millions. Donc on est toujours mis sous la menace d'un lendemain qui serait pire que le jour d'aujourd'hui. Mais surtout, nous avons signé sur des faux chiffres. Et ça, c'est important de le dire. Ces chiffres ont été donnés par l'assurance maladie elle-même pour arracher cette signature. On nous a dit, vous savez, nous, on a une enveloppe fixe, c'est-à-dire que on utilise l'enveloppe et puis quand il n'y a plus rien, on baisse les tarifs. Donc, moins il y a d'examens, mieux tout le monde se porte. Et d'ailleurs, la profession travaille beaucoup sur la pertinence des actes, parce qu'on a un travail énorme à réaliser sur la pertinence des actes. Quel examen pour le bon patient, ne pas le refaire trop souvent quand ce n'est pas nécessaire, et de l'autre côté, choisir les bons examens pour le bon diagnostic. Donc, on nous a dit que les volumes d'examens allaient augmenter de 2,5%, ce qui obligeait déjà une baisse chaque année, parce qu'on a tous les ans, on fait des efforts puisqu'on connaît la situation budgétaire. Mais on a une enveloppe qui augmente de 0,4% pour une estimation des volumes qui augmenterait à 2,5%. Donc tous les ans, une baisse de quelques pourcents. Donc ça, c'est la CNAM qui le dit. Sauf que quand ils nous ont donné ce chiffre, excusez-moi, il y a la caméra qui est partie. Tu nous entends encore, Lionel? Plus de son ni d'image. Ah, parfait, t'es revenu. Ah, on ne vous entend pas, en revanche. Il semblerait qu'un petit souci technique, on vous laisse quelques instants pour trouver une solution. Voilà, est-ce que vous m'entendez là? Ça fonctionne. Ok. Veuillez m'excuser. Alors, donc, on nous dit 2,5% au moment où on signe l'accord, alors que on était déjà sur une augmentation des volumes d'examen bien supérieure. Janvier était à plus 12%, février était à plus 4,5%. En gros, ça veut dire que l'assurance maladie, pour avoir cette signature, nous a donné un chiffre qui n'était pas le bon, et ce depuis 6 mois. Alors, il y a 3 possibilités. Soit
ils ne connaissaient pas ce chiffre, ils ne savaient pas qu'il y avait une explosion des volumes, et quand ils nous ont fait l'estimation à 2,5%, ils n'étaient pas au courant que ça faisait déjà 6 mois qu'on était bien au-dessus. Et c'est historique, hein, ça ne s'est jamais produit, une augmentation des volumes de cette manière-là. Je rappelle que les biologistes médicaux ne sont pas prescripteurs, donc ce n'est pas nous qui sommes responsables de l'augmentation de ces volumes. Soit ils étaient au courant de ce chiffre. Et là, c'est encore plus inquiétant, parce que s'ils nous donnent un autre chiffre au moment de la signature que celui qui est le bon, ça pose quand même un certain nombre de problèmes en termes de confiance entre la profession et l'assurance maladie. Et c'est quelque chose qui interroge tous mes collègues, pas juste Lionel Barrand. Parce que si c'est le cas, ce serait la première fois qu'on nous trompe de cette manière. Évidemment, je mets du conditionnel, mais je vous garantis qu'il y a 10 000 biologistes privés et publics qui sont convaincus qu'il y a bien eu, un vrai souci à ce moment-là. D'autant que dans un échange qu'on a eu avec monsieur le directeur général, il nous a dit « Vous ne pouviez pas savoir qu'il n'y avait pas une augmentation importante des volumes ». Disant cela, j'ai un de mes collègues qui lui a quand même posé la question de savoir si lui, du coup, était au courant. On n'a pas eu de réponse franche et précise. Donc ça, c'est sur le fond. Donc cet accord, voilà la manière dont il s'est fait. Nous, on n'avait pas les chiffres. Évidemment, on n'aurait jamais signé un accord qui aboutissait à la destruction de la profession en l'espace de 2 ou 3 ans. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, je dis qu'il a été arraché sous la menace d'une baisse de plus de 250 millions, mais surtout, on a dans cet accord des clauses de sauvegarde quand il y a un problème, des chocs exogènes, une augmentation massive des volumes pour des situations sanitaires et autres. On peut déclencher des clauses de sauvegarde pour que l'économie soit répartie entre la profession et l'assurance maladie. Donc on était même prêt à prendre une partie de cette augmentation des volumes. Donc sur la forme, la discussion n'a pas été possible puisque ça n'a pas été retenu. Au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la CNAM a avancé durant l'été, en l'absence de gouvernement, dans des conditions que nous considérons irrégulières et que nous avons attaquées de vote, puisque le quorum n'était pas atteint. On a dit qu'on était abstentionniste, on n'était pas présent, donc le quorum n'était pas atteint, et le vote n'a pas été effectué dans les règles, il était fait par voie dématérialisée, alors que c'est normalement en présentiel. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, la manière, que ce soit le fond ou la forme, nous a heurté profondément, et les conséquences vont être importantes. Et je vais vous en parler tout de suite. C'est une décision qui va avoir du coup les conséquences négatives à court terme sur l'organisation de nos laboratoires, parce que de nombreux laboratoires sont dans le rouge. Je sais, personne n'y croit. C'est surprenant qu'on dise ça. Et pourtant, et c'est pas que moi, encore une fois, c'est des bilans de laboratoires de 2023. Des laboratoires, il y en a 10 sur 54 indépendants en France qui sont dans le rouge. Ça doit quand même nous interpeller. Ces chiffres-là sont connus de l'assurance maladie, puisque je sais que le président de tous les laboratoires indépendants en France a envoyé ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Ça va dégrader le service. C'est-à-dire qu'on va avoir fermeture de laboratoires de proximité, en tout cas certains, notamment dans les zones rurales, réduction des horaires d'ouverture. Vous l'avez peut-être déjà constaté un petit peu, mais les laboratoires commencent à baisser les horaires d'ouverture. C'est plus 19h, plus 18h. Il y a de plus en plus de laboratoires qui ferment l'après-midi. Bientôt, ce sera les samedis. Donc, on aura bientôt des laboratoires ouverts 4 jours sur 7, que le matin, parce que c'est là qu'on a le maximum de patients, ce qui permet de contracter le personnel, parce que le personnel, c'est 40 à 50% des charges d'un laboratoire. Donc, on n'a pas le choix. Les réactifs, on ne peut pas les payer moins cher. Tout le monde a déjà tiré au maximum du côté des fournisseurs. Donc, on n'aura pas le choix que de dégrader ce service. Ce qui va faire que quand vous avez une douleur au ventre l'après-midi, le vendredi, on va chercher à avoir une CRP pour savoir si c'est une appendicite ou s'il y a besoin d'une hospitalisation ou non. Si vous n'avez pas les résultats dans l'après-midi, ben à défaut, on ne va pas laisser passer le patient tout le week-end avec son mal de ventre sans savoir ce que ça pourrait être. Donc, ce patient risque d'aller aux urgences. Je pourrais dire la même chose sur des difficultés respiratoires, sur des douleurs urinaires qui pourraient être des pyélonéphrite, etc., etc. Mais en tout cas, comme 70% des décisions médicales sont fondées sur les examens de biologie en partie, eh bien, ça veut dire que en cas de doute, si on n'a pas de laboratoire ouvert ou qu'on ne peut pas avoir des résultats rapidement parce que le tube part à 500 km de là, parce qu'il faut faire une rationalisation encore plus importante que celle qu'on a faite, puisqu'il y a déjà une concentration, comme vous le savez, eh bien, le patient devra aller à l'hôpital et engorger les urgences qui ont autre chose à faire que de prendre en charge des patients pour faire une simple CRP et vérifier que c'est quelque chose qui n'est pas grave. Donc ça, c'est demain, engorgement des urgences hospitalières.
on va avoir de plus en plus de mal à suivre les patients souffrant de maladies chroniques. Pour information, l'hémoglobine glyquée a chuté de plus de 50% en termes de tarifs. Elle est maintenant à 2,50 €. Elle était à 7 ou 8 € il y a encore 2 ans, 2-3 ans. Il va y avoir une aggravation de la pénurie du soin. Alors, on voit qu'il y a déjà des soucis. On voit qu'il y a déjà des manques de choses, de médicaments, même du Doliprane pour enfants. Il y a des fois des choses qui manquent et qui ne devraient pas manquer dans un pays comme le nôtre, qui avons toujours été à la pointe de la santé. En 2000, on était premier d'après l'OMS. Eh bien, bientôt, ça va toucher les laboratoires. Dégradation, évidemment, des concentrations, de la condition de travail du personnel, et puis concentration du secteur. On a 6 acteurs qui ont 70% du territoire en France, qui font 70% des examens biologiques en France. Les 30% autres, ce sont des laboratoires indépendants. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelques gros qui vont tomber, les petits dont je vous ai parlé qui vont tomber, et on va se retrouver avec 3 acteurs sur l'ensemble de la France. Je ne suis pas certain que ce soit bon pour le patient et pour le système de santé. L'assurance maladie a attaqué la financiarisation, mais non seulement elle ne fait rien pour lutter, mais elle est face à un mur et elle appuie encore sur l'accélérateur, puisqu'elle en est un des principaux architectes avec cette décision qui va envoyer les indépendants et certains groupes dans les bras d'opérateurs internationaux. Est-ce que c'est l'objectif? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est probablement pas le mandat qu'ils ont. Donc, nous n'aurons plus les moyens d'offrir aux patients une offre de qualité. Vous avez vu qu'on a été très agile dans les crises sanitaires. Les sanitaires Covid, on a fait ce qu'on nous a demandé. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons demandé l'open bar et un maximum de tests. Au contraire, on a dit qu'il fallait le faire sur des... Bref, je passe les détails, mais ça a été une période extrêmement lourde pour nous. On a suivi les injonctions ministérielles, on a travaillé pour réaliser ce qu'on nous a demandé dans des conditions euh, très, très, très difficiles. Et cet argent-là, bien sûr, a été repris derrière. Et là, on est dans une situation bien plus catastrophique que ce qu'on était en 2019 avant la crise Covid. Mais s'il y a une nouvelle crise comme ça, on ne pourra plus l'être. On ne pourra plus être réactif. Il y a Mpox, bientôt les arboviroses avec la dengue, etc. Je ne sais pas de quelle manière ils veulent qu'on gère ce type de crise avec les moyens qu'on nous donne. L'antibiorésistance, la lutte contre l'antibiorésistance, nous sommes à la pointe sur ce sujet-là avec nos collègues infectiologues, médecins généralistes et autres. Là aussi, on a de nombreuses propositions, on va pouvoir en détailler quelques-unes, mais ça va dépendre du temps qu'on a. En tout cas, voilà la problématique. Et sachez que les laboratoires ont prévu, quand l'enveloppe sera consommée et qu'ils n'auront plus les moyens de travailler, à partir d'une date, c'est probablement autour du 15-18 décembre, les laboratoires risquent de tous fermer puisque le coût de chaque examen de biologie qui sera réalisé devra être rétrocédé à l'assurance maladie avec en prime le coût supplémentaire qui sont liés aux frais de réalisation de ces examens. On n'est pas responsable de ces prescriptions. On avait fait des propositions pour limiter les groupes sanguins qui sont faits, refaits, etc. La vitesse de sédimentation qui maintenant est supplantée par d'autres marqueurs. On a fait un nombre important de propositions pour limiter les dépenses et les prescriptions. Mais malgré tout, on a l'impression d'être pointé du doigt comme les mauvais élèves, alors que chaque année, on fait des économies d'échelle justement parce qu'on connaît la situation économique française. Alors maintenant, si on veut faire des économies, il y en a. En prévention, on a des propositions. Maintenant, on a parlé de la partie désagréable, on va dire, on va essayer d'être un peu optimiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, on a des super marqueurs en biologie médicale qui permettent de faire de la médecine prédictive. Hier soir, j'avais d'ailleurs une formation pour le FIB4. C'est un marqueur qui permet de prédire la cirrhose, faire des fibroscans, des tests biologiques pour ensuite voir si la personne peut être orientée ou non et pour détecter le plus précocement possible les maladies hépatiques. C'est gratuit, en plus, c'est juste un algorithme. Et c'est les laboratoires qui étaient en tête de gondole sur ce sujet-là. Et donc, c'est un sujet sur lequel on travaille qui peut faire énormément d'économies. Les maladies rénales chroniques, au Canada, ils ont mis en place un score de risque qui a permis de faire de nombreuses économies parce qu'on dépiste les gens beaucoup plus précocement avec une simple albuminurie sur créatinurie, donc un simple pipi. Alors attendez, il y a quelqu'un qui lève la main, je vous laisse regarder. On a Allez-y, poursuivez. sur les maladies rénales chroniques, on a cette possibilité-là de voir si la personne est à risque de maladie et d'adresser chez le néphrologue quand il faut, c'est-à-dire de pas trop l'adresser, mais de l'adresser le plus précocement possible quand on a déjà une atteinte rénale. Au Canada, ils ont baissé de 66% le nombre de consultes chez le néphro et de 90% le délai d'attente chez le néphrologue, tout en prenant les gens en charge plus précocement. Pourtant, la dialyse, c'est 5 milliards d'euros en France, c'est-à-dire plus que l'ensemble de l'enveloppe de biologie, tout examen compris. Juste la dialyse. Je ne parle pas des maladies rénales chroniques, juste la dialyse. Vous vous imaginez ce qu'on peut faire comme économie à ce niveau-là, avec un examen
qui coûte 6 euros, albumine sur créatinurie, en tout, c'est 6 euros. C'est recommandé par les sociétés savantes. On aurait pu aller beaucoup plus loin avec l'assurance maladie là-dessus. Malheureusement, ça a été bloqué. Si on veut faire des économies, il y en a d'autres, hein, les maladies cardiovasculaires avec le nouveau score de risque pour mieux orienter, pareil, chez le cardiologue. C'est exactement ce que j'ai dit sur les maladies rénales chroniques, mais sur la partie cardiologie. La vaccination, on a 500 000 patients par jour qui poussent la porte d'un laboratoire. On pourrait tout à fait augmenter cette vaccination de manière majeure. Madame ou monsieur vient à 66 ans au laboratoire en période grippale. Est-ce que vous êtes vacciné? Oui, non. Est-ce que vous voulez vous faire vacciner? Oui, non. En plus, on pose des questions à l'accueil. On a des infirmiers, des médecins et des pharmaciens biologistes qui peuvent vacciner. Si on avait le stock, on pourrait augmenter de manière massive la couverture vaccinale pour d'autres choses aussi, le cancer du col de l'utérus, etc. Pourtant, ça a été bloqué de la même manière. J'attendais juste une petite chose. Les soins non programmés biologiques, excusez-moi, j'avais une urgence. Les soins non programmés biologiques, on a fait de nombreuses propositions de la même manière. C'est-à-dire, ce qu'on souhaite, c'est de mettre en place des automates d'urgence dans les sites de proximité avec une cartographie pour savoir où sont les laboratoires, quand est-ce qu'ils sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont sur place, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur place, vaccination, etc., frottis cervico-vaginaux, quand est-ce qu'ils peuvent sortir une CRP, troponine, des dimères, en tout cas des marqueurs d'orientation d'urgence pour que, quelle que soit l'heure, etc., on ait une solution à proposer aux prescripteurs pour éviter aux patients d'aller aux urgences. Pour l'instant, aucun retour du ministère de la DGOS sur cette cartographie. Pourtant, elle existe pour les médecins, ça s'appelle annuairesanté.fr. Et donc, ça permettrait ensuite de savoir quels sont les besoins, en discutant notamment avec les médecins, quels sont les besoins en biologie. Il y a aussi la biologie délocalisée au plus proche du patient qu'on pourrait mettre en œuvre si l'assurance maladie donnait les moyens. Et ça ferait des économies puisque ça limiterait le recours aux hospitalisations. Enfin, je parle administratif. En termes de, on a un millefeuille, ce serait bien de s'y attaquer à un moment plutôt que de détruire une filière qui marche, parce qu'actuellement, on passe plus de temps à faire de la paperasse qu'à soigner les gens. Alors, c'est vrai que c'est des pontifs hein, de dire ce genre de choses. Maintenant, je vais donner un exemple précis. Vous avez le rapport du HCAM de 2023 qui dit qu'il y a des frais de gestion qui sont trop importants de 7,6 milliards d'euros pour les complémentaires santé par rapport aux frais de gestion Sécu. Donc, il y a une possibilité de rationaliser tout cela. Est-ce que quelqu'un s'y est attaqué pour l'instant? Non, parce que c'est plus simple de s'attaquer à une profession qui représente 1,8% des dépenses courantes de santé que de s'attaquer au millefeuille administratif. Mais au-delà de ce chiffre, 7,6 milliards d'euros, au-delà de ce chiffre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une double facturation des actes. Et qu'on soit biologiste ou infirmier ou médecin ou autre, quand on fait un acte, on doit se faire rembourser d'un côté par la Sécu, d'un côté par la complémentaire santé. Double système de facturation avec double administratif différent, rechercher les indus, etc. On a fait une étude au laboratoire, c'est 15% ETP, donc 15% temps plein secrétaire pour ce travail-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, il y a un financeur unique pour cet examen, et si c'est un examen qui n'est pas voilà, des soins de confort et autres, ça peut être les complémentaires santé. Je lance, voilà, c'est un pavé dans la mare, mais ça rationaliserait en tout cas ce temps administratif, et je n'attaque personne dans ce que je dis là. Tout ce que je dis, c'est qu'on perd du temps et des ressources humaines et financières alors qu'on n'a plus la possibilité de gâcher ça. En tout cas, notre objectif maintenant, c'est d'ouvrir un dialogue constructif avec les autorités. On a toujours signé les conventions, on a toujours été conventionnaliste, on va dire. Mais là, c'est plus possible puisque la confiance a été rompue par l'assurance maladie. Et c'est la première fois qu'on a une confiance rompue de cette manière-là. On a déjà été dans des situations difficiles avec l'assurance maladie, mais jamais on a eu la situation que je viens de vous décrire avec des chiffres faux qui ont abouti à un accord. Demain, il y a la révolution numérique. On a parlé du DMP, mais on est en avance de phase à ce niveau-là. Il y a la prévention. Il y a des marqueurs innovants, Alzheimer, endométriose. Il y a des nouveaux marqueurs pour rechercher de nouvelles bactéries, de nouveaux pathogènes, des crises sanitaires en attente. On a la recherche en biotechnologie qui avance à une vitesse très importante et pourtant beaucoup de marqueurs sont bloqués dans les tuyaux alors qu'ils seraient utiles pour la population. Donc on a des enjeux colossaux en France. Et si on ne veut pas être en retard comme ce qu'on a été lors de la crise Covid par rapport à certains de nos collègues européens, il faudrait qu'on soit conscient de ces défis-là et qu'on ne casse pas toute une filière. Encore une fois, c'est très français de casser une filière qui marche. Et on est parfaitement conscient hein, des contraintes budgétaires. On est prêt à faire des efforts, on en a déjà fait. Mais
on est mobilisé en ville et à l'hôpital, et j'espère qu'on arrivera à se faire entendre des autorités, à défaut de l'assurance maladie, des autres autorités, pour trouver une voie de sortie euh, et pour qu'on puisse continuer à apporter une biologie de qualité. Voilà, désolé si j'ai pris trop de temps. Non, et pas de problème. Justement, est-ce que vous pouvez, revenir pour nous? Parce que il va y avoir cette baisse tarifaire. Vous parlez justement d'un dialogue constructif et puis de la volonté de retourner à la table des négociations peut-être avec l'assurance maladie. Quelles sont pour vous les prochaines étapes qui devraient arriver, prochainement en dehors de ces baisses tarifaires? Comment tout ça va pouvoir s'organiser? Alors, on a perdu votre son. Micro est coupé. Honnêtement, on est très inquiet parce que on voit pour l'instant pas d'issue. Alors, comme je dis, la CNAM a avancé en l'absence de gouvernement pendant l'été. Là, on a un nouveau gouvernement. On vient d'avoir des nouveaux ministres. On les a évidemment sollicités. On va voir les parlementaires qui de manière générale, soutiennent. Donc, on espère que ça va se déverrouiller d'un point de vue politique, puisque l'écosystème a un tout petit peu changé. Mais en tout cas, d'un point de vue du côté de l'assurance maladie, c'est la surdité totale. C'est-à-dire que quand on entend Monsieur Fatoum dans les médias, on entend deux choses. On entend, bah, ils ont signé, sans dire qu'en fait c'était sur une mauvaise base. Et il dit, bah oui, mais ça fait longtemps qu'ils disent qu'il y aura des soucis en biologie, puis finalement, il se passe rien. C'est pas du tout vrai. Vous voyez bien l'évolution de la biologie ces dernières années, la concentration, les horaires qui commencent à diminuer. Il y aura il y a de la casse, il y a déjà de la casse, hein. Les délais de rendu sur les examens d'urgence n'ont pas, comment dire, ont augmenté. Et là, on est encore à un niveau où la biologie française se situe à un niveau élevé, mais on a peur de basculer complètement et définitivement de l'autre côté. Donc voilà, l'issue, c'est ça. C'est le politique, c'est le soutien des patients, des autres professionnels, que vous sachiez comment se sont passées ces négociations, parce qu'il faut être du coup très très vigilant sur ce genre de procédé. Et puis on espère que ça fonctionnera, sinon ben, on sera fermé les samedis et les après-midi dans la majorité des labos en France, et puis il y en aura moins, on n'aura pas d'autre choix. Merci beaucoup. Younes, je te laisse la parole. Merci Germain. Moi, j'avais une question qui portait sur l'augmentation du volume des actes que les biologistes ont connus du fait d'une augmentation des prescriptions de biologie médicale. Est-ce que c'est dû au fait que la demande est croissante parce que la santé de la population en France se dégrade, donc il y a un besoin qui est plus fort? Ou est-ce que c'est plutôt dû au fait que les acteurs du premier recours et donc les médecins ont pris à bras le corps le sujet de la prévention et prescrivent plus d'actes de cette nature-là? Alors les trois, mon général. Et d'un côté, effectivement, peut-être ce côté-là très curatif, chronique, etc. Le vieillissement de la population qui fait de fait, voilà, qu'on a plus de pathologies chroniques. Effectivement, peut-être plus d'examens de prévention. De l'autre côté, l'assurance maladie a lancé un certain nombre d'initiatives pour augmenter les actes, mais encore une fois, ces actes, elle ne veut pas les payer. Et on a d'autres éléments. Il y a aussi une bascule hospitalière vers la ville. On a regardé dans les chiffres, alors ça explique pas du tout l'explosion de l'augmentation des volumes, hein. Mais une partie est expliquée parce qu'il y a une augmentation des prescriptions hospitalières. C'est-à-dire qu'il y a probablement plus de prescriptions hospitalières qui sont faites en ville qu'à l'hôpital, notamment les suivis de chimiothérapie, etc. En plus, il y a des centres de soins non programmés qui sont apparus justement pour libérer un tout petit peu les urgences, mais du coup, il y a plus de bilans qui sont faits à travers cette partie-là. Donc, c'est ces trois facteurs-là, à mon sens, qui expliquent cette explosion. Mais vous serez quand même surpris de dire, j'ai dit à mon sens, je n'en suis pas sûr, parce qu'on a demandé à l'assurance maladie pourquoi il y a une augmentation, une explosion des volumes qu'on n'a jamais connue dans l'histoire de la biologie récente. On n'a eu aucune réponse. La seule réponse qu'on a eue, c'est un arrêté de baisse de nomenclature, de baisse de tarifs. Mais pour l'instant, ça fait du coup plusieurs mois, ils n'ont pas regardé les chiffres, parce qu'en fait, leurs chiffres sont même parcellaires, on n'a pas tout dedans, le prélèvement. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des choses qui manquent. Euh, et prélèvement des infirmiers, etc. On ne sait pas exactement où c'est situé dans les enveloppes, hors enveloppe, etc. Donc nous, on veut une base de calcul
clair, net, et comprendre ce qui s'est passé, au moins comprendre pour essayer d'avoir un levier dessus. Mais il y a une petite partie de la bascule hospitalière vers la ville qui n'explique pas tout. Mais encore une fois, c'est pas. Au final, les examens sont faits, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils seront faits. Donc l'assurance maladie, à un moment ou à un autre, il faut qu'elle se donne les moyens de ses ambitions et des ambitions de ce qui est utile pour la population. Merci Lionel. Alors, je m'adresse à la salle, les participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à lever votre petite main pour les poser. Moi, en attendant, j'en ai encore une autre. Elle a en lien un peu avec ce qu'évoquait Germain. On a le PLFSS qui va arriver. Comment, de ce point de vue-là, vous voyez les choses, dans la mesure où il y a encore des milliards d'économies qui ont été annoncés sur le plan de la santé? Est-ce que c'est quelque chose qui va venir se surajouter à ces baisses de tarifs prévues par l'assurance maladie? Bah, nous, on a l'accord, donc honnêtement, je pense pas que le PLFSS jouera là-dessus. Mais j'ai envie de dire, la décision, elle est déjà prise. La baisse de tarif, elle a déjà eu lieu en biologie, il y a 2 semaines. Elle a déjà eu lieu. Euh, D'ailleurs, dans le PLFSS, on est passé de 11 milliards de déficit à 16 milliards de déficit comme ça. À un moment, je veux dire, ça devient lourd quand même en termes de chiffres, hein. Je veux dire, quelque part, l'assurance maladie, il faudrait qu'en termes de chiffres, elle soit calée, hein. Le B hospitalier qui veut rien dire, qui est mis dedans. On confond un EBE avec un résultat net et on prend l'année 2022 en termes de référence. On se trompe, on dit pas 11 milliards, mais 16 milliards. Enfin, à un moment, il faut quand même se poser des questions. Les chiffres, ça reste important, et des gisements d'économie, j'en ai parlé, il en, est- il en existe. Mais donc, je pense pas que ça va impacter de manière supplémentaire. De toute façon, on peut pas. Enfin, j'ai envie de dire là. Merci Lionel. Alors, Chrysanti-Guillon a une question. Chrysanti, je vous invite à mettre votre caméra et puis à la poser. Et puis ensuite, on donnera la parole à Élise. Chrysanti, allez-y. Bonjour Monsieur Baran. Une petite question. Donc, je voulais savoir si la biologie délocalisée était un levier de négociation pour vous vis-à-vis de vos, vis-à-vis de ce bras de fer qui s'annonce quand même assez particulier avec la CNAM. Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que la biologie délocalisée est un outil qui nous permettra, dans notre stratégie de soins non programmés biologiques, de prendre en charge les urgences dans les délais, etc., pour aller plus vite. Par contre, la biologie délocalisée coûte plus cher, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas remplacer la biologie classique par la biologie délocalisée. Il faut d'abord rationaliser les examens de biologie qui ne sont pas urgents. Les examens plus urgents, les faire sur des sites de proximité, de laboratoires de proximité pour bien mailler le territoire et que ce soit transparent auprès du patient et du prescripteur. Et ensuite, seulement, quand vraiment on n'a pas le choix, mettre de la biologie délocalisée dans certains centres qui en ont besoin pour orienter tout de suite une décision médicale, etc. etc. Donc ça, c'est dans l'esprit. Par contre, pour l'instant, elle n'est pas prise en charge, cette biologie délocalisée. On ne sait pas dans quel cadre elle sera prise en charge non plus. Mais donc pour nous, c'est pas vraiment un levier, c'est une chance pour la biologie française. Il faut être vivre avec son temps, être innovant là-dessus. Et c'est le ministère avec l'assurance maladie qui trancheront. Mais nous, on n'a pas de levier d'action en disant, bah non, si on n'arrive pas à avancer dans les négos, on fera pas de biologie délocalisée. On n'en est pas là parce qu'on attend toujours des textes. Et dans tous les cas, de fait, si l'assurance maladie ne revient pas sur cette décision qu'on considère comme irrégulière, hein, encore une fois sur la forme, j'ai envie de dire, de fait, même s'ils sortent la biologie délocalisée, on n'aura pas les moyens de la mettre en œuvre, sauf dans des cas très 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 isolés, on va dire. Donc, de D'accord. fait, il n'y aura pas les moyens de mettre en place, c'est pas que la biologie délocalisée, mais il n'y aura pas moyen de mettre en place cette stratégie de gestion des soins non programmés en biologie et de cette permanence des soins en biologie. Merci beaucoup. Merci Daniel. Alors, pensez juste à vous présenter et dire à quel titre vous parlez. Élise Kunselman. Oui, bonjour, vous m'entendez? Parfaitement. Oui, bonjour, c'est Élise Kunselman pour le Moniteur des pharmacies. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de futures actions ou de sollicitations des ministres qui sont prévues. Est-ce que vous avez déjà des dates précises justement d'entrevue ou d'actions, ou c'est encore... vous êtes Alors, en attente? eh bien, on est encore en attente pour l'instant.
Par contre, des rendez-vous parlementaires, on en a beaucoup. Tous les jours, on en a plusieurs dans les différentes régions, parce que les biologistes se mobilisent aussi dans les régions et les parlementaires comprennent bien la problématique, puisqu'on leur donne voilà, la situation telle qu'elle est. On discute aussi avec les associations de patients, avec les différents professionnels de santé, mais pour l'instant, d'un point de vue gouvernement, ministre, c'est encore bloqué. Mais c'est tout récent en même temps, hein, ils viennent d'être nommés. Je pense qu'on aura des réponses, en tout cas, je l'espère, cette semaine. Ok, parfait. Merci. Merci Lise, merci Lionel. Yves Cariou, vous aviez également une question. Je vous laisse mettre votre caméra, dire quel type Bonjour, de... vous m'entendez? Parfaitement. Très bien. Parfait. Oui, Yves Cariou, consultant en accès au marché pour différentes industries. J'avais une question justement sur les partenariats entre industriels du DIV et les syndicats de biologie médicale. Les industriels ont été évidemment surpris par les baisses de tarifs, partagent les mêmes inquiétudes que vous sur les budgets. Et je voulais savoir si vous envisagiez des actions communes, soit pour l'innovation, la prévention, ou en tout cas pour maintenir les budgets en place. Alors, on marche main dans la main sur un certain nombre de choses. Il y a énormément de biotechnologies innovantes sur lesquelles voilà, c'est toute une filière du diagnostic qui est touchée. Donc, effectivement, sur la biologie délocalisée, on travaille ensemble, etc., puisque ce sont des partenaires naturels dans cette filière-là. Par contre, est-ce qu'il y a des actions communes? Pour l'instant, non. On est en réflexion, en discussion justement avec un certain nombre de centrales. Je ne crois pas que le CDI, le syndicat du diagnostic in vitro, est prévu de faire un communiqué sur le sujet. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils en fassent un, mais par contre, il y a d'autres syndicats qui probablement, oui, en tout cas, soutiennent la mobilisation des syndicats, effectivement. Même le CIDIV, hein, il est favorable à cette mobilisation et il comprend les enjeux pour le système de santé. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a parlé d'un certain nombre d'actions. J'ai oublié de parler d'une autre action, c'est l'accréditation. Vous savez, tous les laboratoires sont accrédités de manière obligatoire, hein. On est un des seuls pays au monde à être accrédité pour tous les laboratoires de manière obligatoire. C'est pour garantir, assurer une biologie de qualité. Honnêtement, je le dis comme ça, mais c'était vraiment d'une complexité incroyable. Là aussi, on a dit, on va arrêter, on va suspendre un peu les audits parce qu'on ne nous donne pas les moyens de cette biologie de qualité. D'accord. Mais on marche main dans la main, oui, on marche main dans la main, mais on aimerait plus de soutien encore de leur part, des industriels, parce qu'ils seront directement touchés, eux aussi, bien sûr. Oui. Un des enjeux, c'est l'accès à l'innovation. C'est-à-dire, vous l'avez mentionné, si je fais rentrer un nouvel acte, comment est-ce qu'il va impacter votre budget et est-ce que ça veut dire qu'il faut sortir un autre acte de l'autre côté? Donc, cette balance-là, finalement, les industriels n'ont pas la main dessus ou en tout cas cherchent à développer des partenariats. Donc, il y a peut-être une piste à travailler également. Merci en tout cas pour vos réponses. Tout à Merci fait. beaucoup Yves, merci Lionel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Élise, est-ce que c'est une deuxième question ou une main qui n'a pas été baissée? Je pense que la main n'a pas été baissée. On a une question dans le chat, Pardon. Younes, dans la part de Rebecca d'Antonio. De la même façon, je vous laisse mettre votre caméra et poser votre question. Bonjour, c'est pas une question, c'est une confirmation. Avec Lionel Barrand en Alsace, on a discuté depuis longtemps, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, le KFRE ou score de risque rénal. Vous avez beaucoup travaillé avec Bernadette Faller. On a du mal à avancer sur ce sujet et clairement, en travaillant avec les biologistes et en forçant, en obtenant le financement de ce type d'actes, de remboursement, on pourra améliorer le dépistage et la prévention, le dépistage précoce et la prévention sur un sujet que vous avez souligné, qui est majeur. Nous aussi, on est dans le viseur, hein, côté dialyse et MRC, par rapport au rapport coût, nombre de patients traités. On est à la recherche de toutes les solutions pour essayer d'améliorer ces prises en charge. Donc, il faut qu'on arrive à avancer sur ces sujets-là aussi, avec la CNAM, avec le ministère. Malheureusement, ces organisations travaillent en tuyau d'orgue et on a du mal à obtenir des avancées et des contacts probants. Merci pour la prise de parole. Du coup, ça me permet de rebondir dessus. Vous savez ce qui bloque? C'est très, très, très simple, en fait. Tout pour être
déverrouiller Oui. instantanément. C'est-à-dire que le biologiste, pour l'instant, il fait les examens demandés. Il y a les recos de la HAS qui disent qu'on peut faire albumine sur créate lorsqu'on a un DFG inférieur à 60, c'est-à-dire qu'on a déjà une baisse de la filtration donc de la fonction rénale. Ce qu'il faudrait, jusqu'à présent en Alsace, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait sur le compte-rendu, attention, il faut faire revenir le patient parce que DFG inférieur à 60, donc revenez, etc. Et puis en pratique, on ne les revoyait pas. 4,5% seulement des scores de risque rénaux qui devraient être calculés ont été calculés effectivement dans l'expérimentation alsacienne. Alors que nous, on a des algorithmes qui permettraient d'avoir des alertes pour que le biologiste dise, ben voilà, là, le rein est touché. Alors, on trouve la formulation, le rein est malade, alors il faut bien s'hydrater, etc. Revenir, est-ce que vous prenez des médicaments, est-ce que vous avez une infection, etc. Sinon, il faut revenir en dehors de cette période-là. On fait revenir le patient au laboratoire, on lui fait faire un petit pipi, et on calcule à ce moment-là le KFRE selon les recos de la HAS, plutôt que de juste mettre un mot sur le compte-rendu. Mais ce qui bloque, c'est l'assurance maladie, parce que l'assurance maladie pourrait nous dire, ben, très bien, ça s'appelle c'est une clause de santé publique, c'est prévu dans notre protocole, parce que c'est de la santé publique, c'est des examens, une augmentation des examens qui va avoir lieu, des examens d'ailleurs, c'est albumine sur créate, c'est des examens très peu coûteux. Donc, vous en prenez une partie, on en prend une partie. On est même prêt à en prendre, nous, une partie de ces examens supplémentaires, comme on est en enveloppe fixe. Mais même ça, ils veulent pas. Ils disent, bah voilà, oui, bah faites-le, on augmente les examens, mais vous payez tout. Alors que ça coûterait très peu, je crois qu'on avait calculé 5 000, il me semble que c'était 5 millions d'euros en France. Je vais revoir les calculs pendant qu'on discute après pour les autres questions, je vais revoir les calculs, mais le coût efficacité est, est bénéfique, mais je veux dire à des facteurs 10. Donc, en termes de prévention, là, il y a un intérêt pour la dialyse pour nous, sans parler de l'intérêt pour le patient, mais même économiquement pour la France, il y a un intérêt, mais l'assurance maladie ne veut rien entendre. Ils disent, vous payez tout, je ne déclenche pas une clause de santé publique, alors que franchement, si les maladies rénales chroniques, c'est pas de la santé publique, à un moment, faut quand même être raisonnable. On est d'accord. Vous évoquez justement ces clauses de santé publique. Je crois qu'elle est dans l'accord qui a été signé en 2023. Est-ce que dans cet accord, il y a d'autres éléments qui permettraient d'avancer ou de trouver une issue favorable, d'une part? Et vous évoquez justement ces clauses de santé publique et le partage des coûts. Et donc, y a-t-il dans l'accord qui a été signé d'autres éléments qui permettraient d'avancer? Et d'autre part, quelles sont les propositions que vous seriez prêt à faire à l'assurance maladie pour trouver une issue favorable? Oui, bien sûr. Bah, déjà, il y a la clause choc exogène qui permet de dire que quand il y a une augmentation massive sur des examens, l'assurance maladie peut en prendre une partie et nous une partie. Mais j'ai envie de dire, de base déjà, de rester dans l'esprit du protocole qui était de se répartir l'augmentation des volumes. Encore une fois, la profession était prête à en prendre une partie. Je ne demande même pas une augmentation des cotations, mais à en prendre une partie. Il suffirait déjà de travailler sur des bonnes bases avec des vrais chiffres. Donc, on reste sur l'augmentation des volumes. Par contre, on prend les vrais chiffres. Rien que le fait de retravailler le protocole sur les vrais chiffres, tous les problèmes sont réglés. Et si on ne veut pas travailler sur les vrais chiffres, ce qui me semble quand même un peu gênant, à ce moment-là, on utilise la clause choc exogène. On pourrait tout à fait le faire. Et pendant ce temps, on avance sur les problématiques, parce que pour l'instant, tout est bloqué. Hein. Maladie rénale chronique. On a des sujets sur la vaccination, on attend toujours la possibilité de le faire en pratique au laboratoire. Et ça fera aussi des économies sur le long terme, même pas le long terme, hein, le court moyen terme, hein, tout simplement en hiver, si on évite d'engorger les hôpitaux, ce sera déjà intéressant. On a des propositions sur tout ce qu'on avait dit sur la biologie délocalisée. Ça, c'est toujours dans les tuyaux, ça fait 5 ans maintenant que c'est dans les tuyaux. Et vous savez, il y a beaucoup de marqueurs, l'endométriose, etc., des marqueurs d'endométriose qui pourraient aussi permettre. Alors, j'attends de voir le rapport de la Haute Autorité de Santé. Hein, je ne vais pas, moi, tout seul, décider de quelque chose ou donner un avis médical tranché. Mais en tout cas, des marqueurs sur Alzheimer, endométriose ou autres, il y en a qui sont bloqués. Et ça, il faudrait les débloquer parce que ça rend service en génétique. On a énormément de biomarqueurs qui sont bloqués dans les tuyaux. La calprotectine en France, ça fait 20 ans qu'on l'attend, que les gastro et les pédiatres l'attendent. Ça permet de limiter les coloscopies, ça permet de prédire le risque de rechute chez les patients qui sont atteints de maladies inflammatoires de l'intestin. C'est quelque chose qui est pertinent
médicalement et économiquement. Pourtant, on a attendu 20 ans pour la sortir, cette calprotectine. Donc, et des marqueurs comme ça, on en a encore un paquet qui sont bloqués. Je crois que on en a 700, il me semble, qui sont bloqués. Il faudrait que je revérifie ça aussi. Donc, oui, des pistes pour améliorer le système de santé d'un point de vue médical et économique, on l'a, mais pour l'instant, tout est bloqué avec l'assurance maladie et c'est dommage de perdre du temps sur ce problème-là, alors qu'on pourrait avancer sur tous les autres. Et ce que tu dis, Lionel, on avait organisé un café Nil sur le rapport chargé-produit en juillet. Marguerite Cazeneuve était allée présenter un certain nombre de mesures et avait mis en avant notamment le dépistage et la nécessité de dépister le plus tôt possible des maladies chroniques. Et j'ai l'impression qu'il y a encore un gap avec le tableau que tu nous présentes là, entre les propositions qui sont formulées par l'assurance maladie un peu plus tôt dans l'année, et ce qui est effectivement fait négocier avec les acteurs. C'est quelque chose que tu ressens, toi, de ton côté, qu'on a un double discours avec, d'un côté, il faut faire de la prévention, et de l'autre, on coupe, entre guillemets, les vivres, et puis surtout, j'ai la réponse à ma question, mais c'est pas quelque chose qui est conciliable finalement. Et on prône depuis quelques années du côté de Nîmes, mais aussi du côté des acteurs, le fait qu'on ait besoin d'avoir un peu plus de visibilité pour les acteurs sur la nécessité de faire un peu plus de prévention, de miser un petit peu plus là-dessus pour aller faire des économies sur le long terme. C'est un sujet qui revient dans les discussions quand on les met face à leurs contradictions, ou alors pour l'instant on en parle. J'ai envie de dire oui, il y a des contradictions. Après, chacun défend sa paroisse, hein, donc bien sûr que l'assurance maladie dira qu'elle fait énormément de choses, etc. Sauf que là, elle est en train de briser toute la filière du diagnostic. Donc il y a eu des points positifs sur certains éléments qui sont sortis. Maintenant, ça va évidemment de loin pas assez vite, hein. Je vais donner des exemples parce que là, du coup, pendant ce temps, je regardais un petit peu ce qui est en attente, hein. Mais on a les PCR multiplex digestifs, respiratoires, mycoplasme pneumoniae. La DGS avait recommandé de le tester en hiver. Vous savez, on a eu une alerte de la DGS en hiver dernier, sauf que c'est pas remboursé en ville, alors que l'idée, c'est justement d'aller dépister les virus et les bactéries respiratoires des personnes qui sont infectées, notamment en période hivernale, mais pas que, pour savoir si on les traite par antibiotiques ou pas. Ça participe à la lutte contre l'antibiorésistance, et savoir ce qu'on envoie à l'hôpital en termes enfin, aux urgences ou en hospitalisation ou non. C'est bien en amont qu'il faut le faire en ville pour éviter d'engorger l'hôpital. C'est pas remboursé. Ça, c'est un exemple précis. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas remboursées. Les chaînes légères libres sériques, c'est pas remboursé. On a énormément de travail sur la génétique qui sont dans les tuyaux, qui sont pas arrivés. Le génitalium, c'est arrivé au remboursement tout récemment, mais au même niveau que les autres examens. C'est-à-dire qu'on rajoute un génitalium ou non, c'est le même coût, alors que nos réactifs coûtent plus cher. On a énormément de choses qui sont en attente et qui n'avance pas. Le Jack 2 pour rechercher une maladie de Vaquez. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en ville, du coup? On a ces examens qui sont hors nomenclature et qui ont la preuve d'un intérêt médical, parce que j'ai une question sur le RIHN. En fait, le RIHN, c'est des examens innovants qui ont montré un intérêt médical, mais qu'on doit tester avant de le rentrer dans l'enveloppe. On va dire ça comme ça. Mais l'examen, il y a des examens qui n'ont pas d'intérêt médical prouvé, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, mais qui n'ont pas prouvé, que cela soit en attente, c'est parfaitement normal. Mais quand on a prouvé qu'ils avaient un intérêt médical, il faut le sortir. Et là, je parle que d'intérêt médical prouvé. Et donc, quand on a ces examens-là sur une ordonnance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, du coup, on dit, ah bah ça, on ne peut pas le prendre en charge. Donc, il faut aller à l'hôpital, en hôpital de jour. Donc, consultation hôpital de jour, qui embolise les hôpitaux, pour faire un marqueur, un examen, qui sera de toute façon fait, qui sera quand même payé par l'État quelque part, mais qui sera fait après que le patient soit passé d'un endroit à un autre avec des coûts supplémentaires. C'est absolument pas raisonnable comme parcours.
Et en plus, on se fait des fois enguirlander par le patient qui dit mais vous êtes des voleurs parce que vous faites payer le test alors qu'à l'hôpital ils le font gratuitement. Et des fois, on a des soucis entre les confrères hospitaliers et de ville parce que les confrères hospitaliers se disent bah, vous avez fait une partie de l'ordonnance, c'est sympa, vous nous laissez tout ce qui est un peu plus compliqué, etc. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas le prendre en charge. Qu'en plus, ça crée des fois des tensions entre confrères en local. C'est un système qui est parfaitement ubuesque. Et pour le RIHN, est-ce que ça doit être possible en ville? Bah, oui, j'ai envie de dire, s'il y a des tests qui sont innovants, l'idée c'est de pouvoir les tester, que ce soit pris en charge pendant un temps T avec des études médico-économiques ville et hôpital, parce qu'on n'a pas toujours exactement les mêmes patients, des études ville-hôpital qui existent d'ailleurs, pour essayer de savoir rapidement si on le fait rentrer dans l'enveloppe pour que l'ensemble de la population en bénéficie ou pas. Le problème, c'est que le RIHN, c'est une enveloppe qui jusqu'à présent alimente les hôpitaux de financement parce qu'il leur en manque par ailleurs. Mais le RIHN, son objectif, c'est de tester sur la population en termes médico-économiques des examens pour vérifier qu'effectivement le parcours soit bien défini, que ce soit utile et qu'on le mette dans l'enveloppe courante, on va dire, l'enveloppe de biologie de routine. L'objectif, c'est pas de financer les hôpitaux qui manquent de financement par ailleurs. Il faut trouver d'autres financements pour les hôpitaux que le RIHN, dont ce n'est pas la fonction première, mais ça a été complètement détourné. Et c'est pas du tout de la faute de mes collègues hospitaliers, hein. Au contraire, eux, ils sont bloqués par ça. Et on travaille ensemble, puisque je vous ai dit que notre syndicat, il est privé et public. Merci Lionel. Et dans la lignée de ce que tu dis, ça m'amène à une question, peut-être là, avoir besoin d'un peu plus de pédagogie, d'explication sur la manière dont la nomenclature des actes de biologie médicale, justement, peut évoluer pour intégrer ces actes. Est-ce que c'est simplement dans le cadre des négociations conventionnelles qui se passent entre les biologistes et l'assurance maladie, ou alors c'est encore un tout autre processus, et à quel point c'est compliqué de la faire évoluer cet acte. Et peut-être qu'il y a la notion de quand je crée un acte, je dois en supprimer un pour garder un équilibre financier aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment ça fonctionne de ce côté-là? Alors, bon, je veux bien qu'on rajoute un acte et qu'on en élève un autre, mais déjà, des fois, il y a plus d'actes parce que l'évolution de la médecine fait qu'on a besoin de plus d'actes qu'à l'époque, et c'est dans l'intérêt des patients et pour éviter les pathologies chroniques, etc., etc. Mais en plus, c'est difficile de faire rentrer un acte, mais c'est encore plus difficile de l'enlever. On a essayé d'enlever la vitesse de sédimentation. On n'y est pas réussi, ça fait plus de 5-10 ans, et c'est très souvent utilisé NFS, VS, CRP. Ça, en plus, ça induit en erreur. Alors, à part la maladie de Horton ou pour quelques cas de rhumatologie avec une discordance VSCRP, honnêtement, c'est un examen qui aurait pu sortir de la nomenclature ou du moins avoir des limitations d'indication selon le prescripteur, etc. Bon, mais ça, tout ça pour dire que c'est encore plus compliqué de sortir un acte que d'en rentrer un. Mais oui, on peut avoir des circuits plus rapides. D'ailleurs, euh, on a des circuits qui commencent à s'accélérer un petit peu, parce que ça passe normalement par la haute autorité de santé. Donc on doit solliciter la haute autorité de santé, travailler, elle sort un rapport et ensuite seulement ça peut rentrer à la nomenclature. Euh, le- il y a différents soucis, des tuyaux qui sont embolisés, mais on aurait la possibilité d'avancer probablement plus vite si on faisait appel, euh, non pas que à la haute autorité de santé, mais à d'autres sociétés qui pourraient faire également des rapports, les centres nationaux de référence. On pourrait avancer un peu plus vite en prenant la liste, en disant, bah voilà, il y a tous ces examens qui sont bloqués dans le RIHN. Maintenant, on se répartit les tâches, chacun travaille sur l'un, on essaie de faire le plus rapidement possible certaines études médico-économiques en sollicitant les laboratoires de terrain, et des laboratoires hospitaliers et privés seraient favorables, et on en a déjà discuté et on a déjà fait cette proposition, en tout cas de mutualiser les moyens, les énergies et les cerveaux pour aller le plus vite possible sur ces examens-là, et puis tout simplement dire bah, celui-là oui, celui-là non, celui-là oui, celui-là non, et faire ce tri-là. Et c'est déjà en cours, sauf que il y a ce que je vous ai dit, on pourrait quand même encore accélérer la chose. Et puis par contre, il faut quand même le financement, et l'assurance maladie, euh, pour l'instant, n'a pas une enveloppe d'innovation, elle est de 50 millions, elle est de 50 millions et puis 50 millions l'année suivante. On est loin du, comment dire, des enjeux
de ce type de marqueur. Donc il y a les deux côtés, il y a la partie économique et il y a la partie purement administrative avec les tuyaux qui sont complètement bouchés. Germain voulait poser une question et après on donnera la parole à Yves Cariou. Vous avez évoqué la situation des biologistes indépendants. Le secteur de la biologie, c'est un petit peu sans mauvais jeu de mots, le laboratoire de la financiarisation dans le système de santé. Est-ce que, comment vous pensez que ces baisses tarifaires vont impacter les laboratoires de biologie indépendants? Est-ce qu'il y a vous disiez qu'il y en a certains qui étaient dans le rouge, et quelles conséquences ça pourrait avoir sur les patients et l'accès à la biologie médicale? Eh bien, si donc au lieu d'avoir 70 indépendants, ben, on en aura peut-être plus que 3, plus que 4 parce que les autres tiennent pas. Donc ils vendront euh, pas du tout au même tarif que ce qui a été vendu à l'époque de la biologie où il y avait une bulle spéculative sur le prix des labos. Donc voilà, tout simplement comme ce qui s'est déjà produit, hein. C'est-à-dire on est passé en l'espace de 20 ans, on a divisé par 10 le nombre de laboratoires. Alors, on en avait 4000, on en a moins de 400. Et encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on en a même beaucoup, 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 beaucoup moins que ça, parce que souvent, c'est un groupe avec plusieurs laboratoires dans le groupe, mais ça reste le même groupe. Donc, on doit plutôt être autour d'une centaine. On était 4000 il y a 20-25 ans. Donc, c'est juste que ça va continuer comme ça. Au lieu d'en avoir 100, on en aura 3. Mais ça changera tout parce que l'olig... le monopole, on commence déjà à avoir des monopoles territoriaux à certains endroits. Donc, le patient n'a plus vraiment le choix de son laboratoire. On pourrait avoir donc on aurait un oligopole en France et on sait qu'en termes de santé, en termes même d'économie, c'est dramatique d'avoir un monopole ou un oligopole. Alors, je vais pas rentrer dans les antitrust acts de Sherman et de Clayton de 1890 aux États-Unis quand ils ont démantelé aussi American Tobacco, etc. Mais on sait que les monopoles, ça pose des problèmes en termes d'abus de position dominante, etc., etc. C'est quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt du client et encore moins du patient si on considère la biologie médicale. Donc, ça va. Le risque, premièrement pour les indépendants, il est là. Euh, il y a aussi des groupes qui sont en difficulté. Ils ont aussi des dettes, etc. C'est toute la profession qui est en difficulté. Et d'ailleurs, quand on dit financier, en fait, ça veut dire qu'il y a des investisseurs autres que des professionnels dans la structure. Mais il y a quand même des biologistes dans la structure et qui font un bon travail. Donc, c'est pas, il ne faut pas toujours mettre financier versus indépendant. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le patient n'a pas intérêt à avoir 2 ou 3 groupes en France qui se répartit l'ensemble de la France parce qu'il y aura beaucoup moins de laboratoires. Quand on n'a pas de concurrence, il n'y a aucun intérêt à avoir des sites partout. Et si l'objectif, c'est d'avoir un maximum de dividendes pour certains investisseurs, c'est clair que le patient passera derrière. Donc pour l'instant, il y a un équilibre qui est lié à la diversité des acteurs. Il faut conserver cet équilibre-là. Et c'est justement ce que la CNAM est en train de déstabiliser de manière massive. En plus, les opérateurs actuels, les groupes sont français. Alors certes, il y a des investisseurs qui sont internationaux, mais ils sont français. Demain, on peut très bien imaginer, parce qu'il y a quelques investisseurs, quelques opérateurs dans le monde qui regardent de très près la biologie, Quest, Nickel Scare, on peut avoir du Blackstone, etc. S'ils achètent les indépendants plus 2 groupes, etc., on va se retrouver dans une situation catastrophique. Et tout l'argent de la Sécu, là c'est une partie de l'argent de la Sécu, des cotisations sociales françaises qui vont euh, dans les fonds d'investissement hors hexagone. Demain, ce ne sera pas X, ce sera 100%. Là, pour l'instant, on est peut-être on a 70% de groupes qui sont détenus en partie par par des non-professionnels, et encore, ils ne détiennent pas 100% ces non-professionnels. Donc on est peut-être à 30% d'argent de la Sécu qui finalement termine dans la poche d'un fonds d'investissement étranger. Mais c'est clair que ça ne fait pas des économies au final, parce que cet argent, s'il est donné, donc des cotisations sociales françaises, s'il est dépensé en France et qui remonte dans le capital des laboratoires français qui investissent en France, en partie, après on peut investir ailleurs, mais c'est sûr que l'économie est beaucoup plus favorable. L'économie française est beaucoup plus favorable. Mais encore une fois, des solutions existent. Il suffit de mettre le curseur. Combien de pourcents de financiarisation vous voulez? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des textes, mais il est possible de cadrer ça. Et l'assurance maladie, je sais qu'ils le savent, le ministère le savent aussi. Si le vrai problème, c'est la financiarisation,
la baisse de tarifs qu'on a eue est une très mauvaise réponse. C'est même la réponse qui va accélérer cette financiarisation. Sauf que ce ne sera pas les acteurs qu'on connaît à l'heure actuelle, ce sera d'autres. Justement, vous évoquiez vos rapports avec les parlementaires. Excusez-moi, juste sur ce sujet de la financiarisation, il y a une mission d'information, je crois, au niveau du Sénat qui a été lancée. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez été auditionné? Et puis, est-ce que normalement, je crois que le rapport doit être publié prochainement. Est-ce que vous savez est-ce qu'il y a des propositions qui pourraient venir impacter positivement les laboratoires de biologie médicale? Alors ça, je n'en sais rien. En tout cas, oui, on a été auditionné par cette mission. On a aussi été auditionné sur la mission sur la place des complémentaires santé et la répartition assurance maladie obligatoire et complémentaire. Et on va être auditionné sur la mission sénatoriale accès aux soins. Là, c'est tout prochain jour, demain. Donc, oui, on est auditionné. Par contre, on n'a pas encore on sait pas du tout ce qui va en sortir, déjà dans le rapport, mais surtout dans les actes. Nous, ce qu'on veut, c'est un cadre, quelque chose qui soit transparent, qui soit clair, que les règles ne soient pas contournées. Est-ce qu'on accepte des investisseurs non professionnels, oui ou non? À quel niveau? Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ce soit les biologistes médicaux qui gardent la décision. Parce qu'il faut que ce soit des professionnels de santé dans la santé qui soient maîtres de leur outil de travail. Après, si pour avoir des investissements X ou Y, on accepte d'avoir X% de non-professionnels, très bien, mais il faut que ce soit non détourné. Alors, il y a des mécanismes de contournement, je ne vais pas en parler ici, mais il faut que ce soit juste tout simplement clair, non contourné, et des propositions, on en a faites de manière extrêmement précise avec nos avocats experts en droit des sociétés, tout existe. Le ministère, l'assurance maladie sont au courant, donc s'ils veulent réagir là-dessus, de toute façon, il ne faudra jamais faire quelque chose de brutal parce qu'il ne faut pas changer, faut pas modifier un écosystème de manière brutale. Là, on a trouvé un équilibre. Il faut qu'on conserve cet équilibre avec cette diversité des acteurs en cadrant les règles, mais sans faire tomber ni les uns ni les autres, parce que vous savez, vous avez 6 groupes en France qui ont 70% des examens. Dans ces 6 groupes, il y a énormément de biologistes. D'ailleurs, certains groupes sont détenus en majorité par des biologistes, pas d'autres, etc. Tous les montages sont très très différents de l'un ou de l'autre. Euh, on a besoin d'eux aussi sur le territoire. S'il y en a un qui tombe demain, ça va être compliqué pour la population. Donc, toutes les transformations à faire, elles doivent se faire de manière progressive. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est l'inverse. On fait tomber les indépendants dans les bras des financiers et les grands groupes, on les fait tomber aussi. Merci Germain, merci Lionel. Yves, je vous donne la parole. Oui, toujours pour poursuivre sur le dossier du RIHN et l'innovation, l'accès à l'innovation en général, vous avez pas mal répondu à ma question. Mais je voulais quand même revenir sur ce que le ministère attendait du RIHN. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais en gros, à partir de 2025, il va y avoir des baisses de prix, enfin de baisses de tarifs sur, on va dire, la plupart des actes RIHN, sauf s'ils passent au niveau de la HAS pour une réévaluation. Soit ils pourront être réinscrits sur une nouvelle liste RIHN 2.0, soit ils seront évalués pour entrer à la NABM. Donc c'est clairement un appel d'air, si je puis dire, pour inscrire de nouveaux actes à la NABM. Et du coup, vous allez avoir un afflux de tests à quantifier, à évaluer et qui vont impacter votre budget. Est-ce que ça, c'est provisionné? Est-ce que vous avez finalement un plan pour accueillir ces actes évalués par la HAS positivement dans les prochaines années? Est-ce que ça fait déjà partie des négociations que vous envisagez avec l'assurance maladie? Alors, dans le protocole, on a justement voulu mettre un boost sur l'innovation. Et donc, on a une enveloppe de 50 millions la première année, de 50 millions supplémentaires la deuxième et de 50 millions supplémentaires la troisième. On a estimé que les besoins pour toute l'enveloppe RIHN étaient autour de entre 500 et 800 millions. C'est très difficile d'estimer puisqu'on ne sait pas du tout quels seront les volumes de ces examens. Donc, c'est insuffisant. C'est déjà quelque chose, mais c'est insuffisant. Maintenant, pour l'instant, cette enveloppe, elle est de loin pas utilisée parce que, justement, ça traîne. Et c'est dommage parce que la signature, elle était aussi conditionnée au fait qu'on aille plus rapidement sur la partie innovation. Je passe les autres côtés parce qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles on avait négocié dans l'accord et qui n'ont pas avancé, de points positifs pour la population, pour le coup. Mais ça en fait partie. Donc, non, l'enveloppe sera de toute façon trop petite si tout arrive d'un coup. Mais j'ai envie de dire, comme je suis honnêtement quasiment sûr que tout n'arrivera pas d'un coup et qu'on ira beaucoup plus lentement que prévu,
Si ça se trouve, cette enveloppe suffira. Et c'est un peu malheureux, mais ça se trouve, cette enveloppe suffira. Encore une fois, il ne faut pas les prendre pour des... On prend toujours la biologie comme un poste de coût. Ce n'est pas un poste de coût, ça peut être un poste de recette en termes de qualité de vie, mais aussi en termes économiques. Et je redonne ce chiffre parce qu'il est important. Actuellement, la biologie, c'est 1,8% des dépenses courantes de santé pour 70% des décisions médicales qui sont fondées en partie là-dessus. Bien sûr, c'est fondé sur d'autres choses, hein, la clinique, la radiologie, etc. Mais c'est important de le dire. Et on est moins cher, à mon avis, on est nettement moins cher que l'Allemagne et que le reste de l'Europe et des USA. Ça aussi, j'aime bien le redire. Donc, on a de la marge en France. On a de la marge pour être à la pointe de l'innovation, comme on l'était d'ailleurs il y a 20 ans. Donc pour vous, pour résumer, il y a des solutions budgétaires qui seront adaptées à l'arrivée de l'innovation Pour l'instant, ils existent. au fil de l'eau, en tout cas. Voilà. Ouais, si ça dépasse l'enveloppe, là, j'ai pas de solution. Mais pour l'instant, il y a encore un peu de marge. Le problème, c'est plutôt le tuyau qui est embolisé. D'accord. Au niveau de la chaise, vous pensez? Notamment au niveau de la HAS. Et comme j'ai dit, si on pouvait participer à ce genre d'études, tous les laboratoires privés et publics et se répartir la tâche, ce serait pas mal. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui est sur la tête du Conseil national professionnel de biologie médicale qui est débordé de demandes. Il y a possibilité de mutualiser les talents, les compétences des uns et des autres au travers les centres nationaux de référence notamment, pour faire accélérer les travaux de la Haute Autorité de Santé. D'ailleurs, de manière un peu plus triviale, on a lancé au syndicat, puisqu'on vous a dit qu'on était aussi interne, on a lancé une plateforme Adopte une thèse pour proposer un certain nombre de thèses aux internes qui le souhaiteraient, avec des encadrants, et on pourrait tout à fait leur faire faire des études médico-économiques sur tel ou tel marqueur. Ils se mettraient en lien avec les centres et ils feraient une thèse sur ce marqueur-là. Vous savez, s'il y a un cerveau qui travaille avec une équipe pendant 1 an et demi sur un sujet pour un marqueur, je pense que ça peut aider ensuite le travail de la Haute Autorité de Santé. C'est trivial, mais pas autant que ça finalement. Pas autant que ça. Mais il y a des solutions qui existent pour aller un tout petit peu plus vite. Merci beaucoup Yves. Merci Lionel. Merci. On a une question de Maximilien. Avant de vous donner la parole, Maximilien, précision, le RIHN, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est une enveloppe qui permet de financer des actes innovants de biologie, pour la faire courte. Maximilien, vous aviez une question approuvée par Meggy Patton. Je vous en prie, prenez la parole. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Baran, merci déjà pour vos propos. Je voulais vous poser du coup une petite question concernant vos prochains rapports avec la CNAM et notamment pour la négociation donc, de la prochaine convention. Est-ce que vous savez si du coup il y a déjà un calendrier de négociation qui a été établi? Et surtout, est-ce que vous êtes aligné en fait avec les autres syndicats de biologie sur vos propositions? Oui, sur les propositions, on est aligné à 100% avec les syndicats privés, publics et d'internes. Il y a même eu un communiqué de la FNSPBM des internes pour soutenir la mobilisation. Donc ça, on est 100% aligné. Sur l'autre question de la CNAM, il n'y a aucun calendrier qui existe puisqu'il n'y a aucun dialogue. Il a été rompu. Et alors, j'ai oublié une petite anecdote. Il faut savoir que suite à cette péripétie pendant l'été, on a quand même eu un message du directeur général de l'assurance maladie qui nous a invités à une réunion. Il nous a dit, est-ce que vous êtes disponible? D'ailleurs, il nous l'a fait séparément chaque syndicat. On a préféré être ensemble, c'est plus simple. Et donc, la réunion a été définie au lendemain. C'était le 2 septembre ou 3 septembre, il faut que je revérifie. On s'est vu à 9h. Eh bien, qu'est-ce qu'on a appris à 7h30 le matin? Journal officiel, décision de baisse de nomenclature. Donc, on a eu une rencontre, une discussion le jour même du passage de l'arrêté. En termes d'ouverture de négociations, on peut mieux faire. Donc non, on n'a aucun discours. Et puis depuis la grève, depuis tout ce qu'on est en train de se dire, on n'a eu aucun contact, aucune demande, aucune négociation possible en se disant bon attendez, on va se repencher sur le protocole, on va regarder les clauses de sauvegarde, on va reprendre les chiffres et repartir sur le même esprit du protocole mais avec les vrais chiffres. Non. On est à des années-lumière de ça, malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour prendre encore quelques questions. Est-ce
que certains veulent en poser. A priori, non. Germain, est-ce que tu as une question supplémentaire à poser à Lionel? Non. Germain? Non plus. Moi, j'ai peut-être une dernière question et après, on va clore ce Café Nil qui était très, très clair, je trouve, et c'est un exemple qui permet un peu d'illustrer un petit peu ce que beaucoup d'acteurs sont en train de vivre avec l'administration en ce moment. Donc, merci de ton intervention, Lionel. Peut-être une dernière question un peu plus politique et toujours sur le calendrier. Tu évoquais un dialogue qui était rompu. Quels éléments pourraient vous faire revenir autour de la table? Est-ce que vous êtes prêt à accepter une baisse plutôt inférieure, ou alors pour vous, c'est pas de baisse possible et on a vraiment besoin que du côté de la CNAM et des pouvoirs publics, on prenne ses responsabilités et qu'on affiche des moyens à la hauteur des ambitions? Nous, on est prêt à faire les efforts, comme on l'a dit, dans l'esprit du protocole, c'est-à-dire que si on revient sur des vrais chiffres, on est d'accord, tout simplement. Donc, il faut revenir sur des vrais chiffres. Donc, si la CNAM nous donnait des vraies estimations et pas des fausses, eh ben, à ce moment-là, c'est bon. Et encore une fois, avec les vraies estimations, il y aura des baisses. Sauf que ce sera des baisses de 2% et pas de 8,7%. Quand vous avez un résultat net à la fin au laboratoire qui est de 7% et que vous avez 8,7% de baisse, ben vous êtes dans le rouge, donc vous êtes obligé de trouver des solutions. C'est ce que j'ai dit avant. Donc non, tout simplement, c'est oui, ça revient. On serait à la table des négociations. Donc oui, des baisses, mais des baisses cohérentes, des baisses prévisibles, des baisses qu'on a anticipées et qu'on a calculées tous ensemble autour de la table avec l'assurance maladie quand on a négocié le protocole et l'accord. On sera d'accord. Juste qu'ils nous donnent les vrais chiffres, tout simplement. Ou alors qu'ils déclenchent des clauses de sauvegarde en disant, bah voilà, tout ce qui dépasse l'enveloppe, en gros, il faut des vrais chiffres sur les estimations, et puis ce qui dépasse l'enveloppe, il y a une partie pour l'assurance maladie, prise en charge par l'assurance maladie, et une partie qu'on supporte nous. Et puis voilà, pour l'instant, c'est 70-30. Si on est sur cette base-là, on sera d'accord de revenir à la table. On ne demande vraiment Merci rien de beaucoup. plus. On ne demande pas de financement supplémentaire, encore une fois. On ne demande pas de financement supplémentaire. Peut-être avant de conclure, Younes, quelques annonces sur les prochains Cafés Nil, puisqu'on va avoir un certain nombre d'invités dans les semaines qui viennent. Mercredi prochain, le 2 octobre, on aura un Café Nil sur la stratégie innovation en prévention avec l'Agence de l'innovation en santé. Donc Lydia Terre, directrice générale, et Florie Filleul, qui est chargée justement de la mise en œuvre de ces stratégies sur l'innovation de la prévention. On va avoir aussi a priori la semaine suivante, la date doit encore être calée pour que ça puisse correspondre avec la présentation à l'Assemblée nationale, mais un Café Nil avec Yannick Noder, qui est donc député de l'IDER et rapporteur général de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur le sujet du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je pense que ce sera un Café Nil qui intéressera beaucoup de nos participants aujourd'hui. Donc peut-être a priori mercredi 9 octobre, on aura des informations très prochainement sur la date. De toute façon, on vous enverra des informations par le biais de notre liste de diffusion. On a aussi mercredi 16 octobre un Café Nil avec des représentants de l'Alliance franco-danoise de santé sur un peu le modèle justement du Danemark, avec l'ambassadrice du Danemark en France et deux dirigeants de laboratoires, de filiales françaises de laboratoires danois, Coloplast et Novo Nordisk. Et puis, la semaine suivante encore, mercredi 23, un Café Nil avec Benoît Vallée, donc, qui dirige l'ANSES, sur le sujet One Health, une seule santé. Donc, on vous transmettra à tous les invitations à ces différents événements et on espère que vous participerez nombreux. Merci Germain. Merci. Il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée et puis on se revoit pour la plupart la semaine prochaine pour le Café Nil avec l'AIS. Merci à tous. Lionel. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. à tous. Et au revoir. Merci beaucoup.